à Brazzaville. Si je ne me trompe pas, ma femme et mes enfants aussi étaient là. Parce que j'ai appris ça après. Parce que je suis père de 9 enfants avec ma femme. Alors, il y avait une grande famille, toute une famille là-bas à Brazzaville. Alors, Kungulu avait envoyé un message à son père. Il a dit, mais papa, nous sommes ici, il n'y a plus moyen. On va arriver à Gbado comment? Eh bien, le président a appelé mon frère, le colonel Motoko. Il lui a dit, cherchez Ngani, on va lui d'aller chercher les pilotes de l'avion présidentiel, pour qu'ils partent aller chercher la famille qui traîne à Brazzaville. C'est là, c'est le commandant Mukandila. C'est le commandant Mukandila. Moi, je pense que j'ai même sa signature ici, la signature comme commandant Mukandila. J'ai ça ici. Il vous a signé un document? Il m'a signé un document de 13 000 $ pour les problèmes de tarmac, pour les problèmes on appelle ça quoi? Calbila fuel, je ne sais pas toi, tu es. Pour charger, voilà. J'ai ça, 13 000. 13 000. Avec détail là-dessus. J'en dispose avec moi ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti à l'hôtel, je les ai vus. J'ai dit, commandant, vous devez vous arranger. Vous devez décoller pour Brazzaville. Aller chercher Kungulu, capitaine Kungulu et maman Francisca et toute la famille qui traînait là-bas. Commandant Mukandila qui me dit, nous, on n'a pas l'argent pour aller payer les tramacs, tout ça, les problèmes. Va demander l'argent au président qui nous donne cet argent. J'ai dit, il faudra combien? Eh bien, il me dit, bon, écoutez, il a commencé. J'ai le plan ici, son écriture est là, sa signature est là. Il me dit, bon, il nous faut au moins 10 000 $. Mais je suis parti. J'ai appelé le président au téléphone parce que son numéro était numéro 15. Excusez-moi de vous dire, c'est qu'aujourd'hui. Oui. J'ai appelé le numéro 15. Le président qui dit oui, mais je dis, mais le commandant demande autant pour les problèmes de carburant, tarmac, et ainsi de suite. Pose la question à votre maman, maman Bobila Dava, maman présidente, elle va te remettre de l'argent. J'ai posé la question à maman présidente, Bobila Dava m'a remis 13 000 $. Je suis venu avec, j'ai remis au maître de commandant Mukandila. Il m'a signé un papier qui est ici, qui est là, avec le détail. Il m'a dit d'ailleurs, les justifications, le reste de l'argent, nous allons venir vous remettre ça. Et ils ont décollé, ils sont partis. Arrivés là-bas, je ne sais pas, je ne peux pas témoigner ce qui s'est passé à Brazza. Il me semblerait que dès leur arrivée, ils ont dit, écoutez, Mobutu n'est plus chef de l'État, nous, l'avion, c'est l'avion du Zaïre, on laisse ça ici, on laisse pour le président qui vient. Alors, l'avion était bloqué. Alors, vous quittez maintenant Gbadolité comment? Avec quel avion? Ça, c'est une longue histoire, mon cher frère. Comme dit King Kester, c'est une longue histoire. Excusez-moi un peu de prendre mon verre d'eau. Dans la panique générale, vous devez quitter. Et c'est en catastrophe d'ailleurs tout d'abord. Merci beaucoup si vous me posez cette question. Si je vous ai dit que cette question est très longue pour moi, c'est dans le sens que je ne peux pas arriver à vous expliquer le tout, mais je vais vous parler un peu en détail. Mon cher frère, vous savez, ce travail de la sécurité, si vous n'êtes pas professionnel, vous ne pouvez pas avoir de réflexe. On dit dans la sécurité, il faut tourner votre tête 100 fois par seconde si vous êtes avec votre patron. Qu'est-ce qui s'est passé à Gbado pour partir, pour quitter Sito Gbado? La nuit du 17 au 18, vous savez que nos militaires de la DSP qui étaient de l'intervention éloignée, qui venaient de Kinshasa pour rester dans la ville du président, dirigé par le colonel Ndoma et... Oui, mais vous me posez la question de notre départ de Gbado pour Togo. Mais c'était une catastrophe, mon frère. C'était vraiment une catastrophe. Vous savez, chaque mois, les commandants de la DSP désignaient une unité, c'est-à-dire un bataillon, pour partir à Gbado, le bateau de la DSP, pour assurer
la sécurité du président pendant son séjour à Gbado. Et cette fois-là, le commandant d'opération, c'était le colonel Ndoma. Le colonel Foul Ndoma. Il était BM, hein, le colonel Ndoma. Breveté d'état-major. Breveté d'état-major. Je ne sais pas, il paraît qu'il est mort, je ne sais pas si vous êtes au courant. Aucune idée. Bon. Alors, le commandant place, c'était le lieutenant-colonel Lukanga, un ami qu'on a étudié ensemble avec lui en Israël. À un moment donné, cette unité devrait partir, aller faire ce qu'on appelle chez nous une défensive, c'est-à-dire attendre l'ennemi, quoi. Je ne sais pas si vous allez connaître le terme que je vous parle ici. Alors, cette unité était partie vers Yakoma. Yakoma, ça fait au moins une centaine de kilomètres de Gbadolité. Mais la nuit du 17 au 18, nous avons attendu. Le président lui-même est sorti, malgré qu'il était souffrant. Le bruit des armes. Des coups de feu, on tirait partout. Mais le colonel Motokoma posé la question, mais qu'est-ce qui se passe juste vers Mobaïmbongo? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais moi je ne connais pas aussi. Mais il faut dire ça au président. Alors, on a appelé le président au téléphone, on a dit, mais nous ne savons pas si vous connaissez. Le président dit, oui, je comprends très bien et je suis ça. Mais vous voyez c'est quoi? Le président qui nous dit, écoutez, bon, c'est peut-être les militaires qui sont indisciplinés, qui sont en train de tirer partout. J'ai dit, mais non. J'ai demandé au colonel, j'ai dit, moi en tant que votre adjoint, j'aimerais bien faire une patrouille de reconnaissance. Vous restez ici avec le président Kawele, moi je prends la Jeep avec des militaires, je vais faire la patrouille de reconnaissance partout, c'est-à-dire je vais aller tout d'abord vers Boussinga, et de Boussinga je vais aller vers Goloma, là où le président avait ses champs, de grands champs, de manioc, et ainsi de suite. Et de là, quand je vais sortir, je vais aller maintenant vers Mobaï, voir qu'est-ce qui se passe au juste. Le colonel Motokoma dit, non mon cher, dans des problèmes comme ça, il faut toujours expliquer au président, parce que c'est lui le commandant suprême, c'est lui notre chef maintenant directement ici. Il faut, j'aimerais bien que vous le téléphoniez vous-même, vous lui dites que, écoutez, je vais faire la patrouille. J'ai téléphoné le président. Le numéro 15. Le numéro 15, voilà. J'ai appelé le président. J'ai eu le qui dit, appelez 15, j'ai appelé, le président dit, je préfère faire une patrouille de reconnaissance avec une jeep, monter mag là-dessus, ça dit mitrailleuse à gaz, qu'on appelle chez nous, dans les termes militaires. J'ai pris avec moi mon garde du corps. Le président n'a pas été d'accord, hein. Le président avait refusé. Le président a dit, Ngani, je ne veux pas que tu partes là-bas. Tu restes là où nous sommes. S'il s'agit de nous tuer, j'aimerais bien qu'on vienne nous tuer, nous tous ici. Ne bouge pas à Kawele. J'ai appelé mon garde du corps qui était le premier César Mbembe. C'était mon garde du corps à moi. J'ai appelé aussi les chauffeurs privés du président, adjudant-chef Matianja. Il est maintenant au Maroc. J'ai dit, mettez un peu de carburant là-bas dedans. Allez, mettez la Jeep. C'est mettez aussi mitrailleuse à gaz. Tout ça, ils ont mis des armes. Moi, j'ai pris aussi mon usine. J'ai dit, allez, tu démarres la Jeep, on va sortir, on va faire la patrouille. Les militaires, pour eux, ils disent, à vos ordres. Nous sommes partis avec ces deux militaires. On est sorti, on est parti vers Boussinga. On a fait au moins 50 km. Vous savez, quand vous sortez de Boussinga, vous allez vers chez le Monseigneur Kisenge. On appelle ça comment? Molegbe, hein? Voilà. Vous faites ça. Il n'y avait personne. Tout le monde était entré dans la forêt. Personne. Nous avons trouvé que, comment dirais-je, des chèvres, non, même du billard. Personne. Les hits de cas, parce que là, sur des hits, hein, voilà. Les hits de cas étaient vraiment vides. On est parti, on a fait au moins 50 km. Nous sommes arrêtés tout juste là où le professeur, on appelait professeur, hein, du président était, donc c'est lui qui a donné le président le cours à l'école primaire. Hein. Il était au fond du goudron. C'est là, la route asphaltée s'est arrêtée, là où il était. Nous sommes arrivés là-bas, il n'y avait personne. J'ai dit, bon, tournez la Jeep, nous sommes rentrés. En rentrant, j'ai dit, on va rentrer maintenant vers Goloma. Nous sommes partis vers Goloma. Nous sommes arrivés juste dans le village de Mama Kossier, Mama Bobi, c'est leur village.
Arrivé là-bas, personne aussi. On s'est croisé avec un vieux. Je lui ai appelé, j'ai dit, mais où est parti tout le monde du village? Il dit, yo zanan, yo atuna ngai nini, yo atuna motonyo sa akoti jamba de, motonyo sa akoti jamba. Donc tout le monde est dans la brousse. Voilà, c'était comme ça il me disait. Alors, il était aussi sourd, hein. J'ai dit à Mathias de tourner la Jeep, on a tourné la Jeep. On commençait à rentrer. De notre retour, on s'est croisé avec 2 minibus de la présidence. 2 minibus de la présidence. Mon cher frère, rempli, excusez-moi, je parle de ce que j'ai vu, hein, rempli de cartons dedans. L'autre était rempli de cartons, l'autre avec la famille. Des cartons d'argent. Des cartons de quoi? Mais attendez, tu es pressé là pour me poser des questions. J'ai arrêté ce minibus. J'ai vu, c'était Nakeya qui était dedans, le gérant, il était le gérant, je ne sais pas comment on l'appelait, il était dedans. Et la combi qui était derrière, c'était sa famille. Alors, il était en fuite. Je ne pouvais rien dire. Je lui ai dit, bon, continuez votre route, hein, bon, je n'ai rien à dire. Nous avons démarré. Nous sommes venus à l'entrée de Kawele. Les chauffeurs qui étaient avec moi, le chauffeur du président Mathias, l'adjudant-chef Mathias, a dit, mais moi, major, je suis fatigué, je ne peux pas aller là-bas parce qu'on commençait maintenant à tirer hein, vers Mobaï maintenant. On sentait, voilà, il était tout près. Voilà. Il a dit, écoutez, mon major, je ne parle pas, je vais rester là aussi, les amis. Mon garde du corps aussi voulait aussi descendre. J'ai dit, bon, si tu descends, tu pars, mais tu n'es plus mon garde du corps. Allez, j'ai pris le volant. Vous savez que je suis un chauffeur professionnel. J'ai pris le volant moi-même. Mon chauffeur, mon garde du corps. À côté, nous sommes partis pour la ville de Bado, Mobaï, pour connaître au juste qu'est-ce qui se passe au juste. Nous sommes partis. Arrivé à l'aéroport, vous savez, l'aéroport, c'est à peu près, il faut entrer au moins quelques mètres. Nous ne sommes pas entrés, on a piqué tout droit. D'ailleurs, c'est une erreur que j'avais commise. Je devais tout d'abord entrer par l'aéroport, mais je n'avais pas cette comme j'étais un peu dépassé. On a continué. Nous sommes arrivés dans la ville de Gbadolite. Mon cher frère, il faisait, si je ne me trompe pas, si j'ai encore de bonnes idées, il faisait presque 3h45 du matin. Personne. Nous sommes partis du côté expatrié. Personne. Nous sommes partis du côté camp militaire maintenant, parce que je voulais connaître les camps militaires et voir surtout leurs chefs. Personne. Nous sommes partis maintenant dans la cité même. Rien. Mon soldat, mon gars de corps commence à avoir peur. J'ai dit, écoutez, tu es commando? Il m'a dit, oui, je suis commando, mon major. J'ai dit, on va aller à Mobaï. Il dit, mais non, mon major. Écoutez comment tu comptes là-bas. On va nous tuer. J'ai dit, ben, nous allons partir. Et on a pris la route. Vous savez, quand vous quittez la ville de Bado, vous traversez une rivière, la résidence du président, et vous comptez droit, il y a un cimetière. On a dépassé le cimetière, nous sommes partis. Et si vous dépassez ce cimetière, il y a une rivière qui revient encore. Et après cette rivière, il y a la maison de Wazabanga, qui était mort, tout ça, là, les frères de, je ne sais pas où. On a continué. De là, nous sommes arrivés tout juste à 3 km de Mobaï. De 3 km de Mobaï, on s'est rencontré avec le militaire, non militaire à nous de la DSP, qui déclenchait pour rentrer maintenant. Et leur cri était quoi? Qu'est-ce qu'il parlait? Il disait, Mobutu, toujours qu'il y a kangaye, notage, parce que nous déconnons à Kosibiso, Portoya, Kokufawa, mais il y a ça qui m'a fait braza, alors Bishop Toko Kangaye, c'est ce qu'il y a qui m'a fait Bishop Toko Boumaye, qui n'a pas fait Bishop Bon, on dit que tout souffrir. Voilà, ça sont. Excusez-moi de vous. Oui, il disait que nous allons, à Mobutu, nous allons l'arrêter comme on va le prendre en otage parce que son neveu, le général Nzimbi, commandant de la DSP, a déjà traversé le Pouledji à Brazzaville. Il nous a envoyé ici pour qu'on meure. Alors comme ça, comme Nzimbi a fui, nous on va aller l'arrêter chez lui à Kawele. Voilà. Devant, je dis bien, devant mon militaire, ouais. Hein, mon garde du corps, Mbembe. Alors j'ai vu comme ça, j'ai dit tourner la Jeep. J'ai vu qu'il y avait un danger. J'ai tourné la Jeep,
Et nous sommes retournés maintenant vers Gbadolité. Arrivé à Gbadolité, j'ai dit non, je dois aller donner ces comptes rendus au chef de l'État. Parce qu'on n'a pas le choix. Nous sommes arrivés tout juste parallèlement là où se trouvait l'aéroport. J'ai attendu le bruit de l'avion à l'aéroport. J'ai dit, mais il n'y a pas de la lumière à l'aéroport. Il n'y a personne à l'aéroport. Mais quel avion qui est au train d'atterrir maintenant, c'était ici? J'ai dit à mon gars de quoi, j'ai dit, nous devons entrer à l'aéroport. Mon gars de quoi dit, écoutez, chef, vous ne connaissez pas ce qui se passe là. On va nous tuer pour rien. J'ai dit, mais non, on doit entrer. Nous sommes entrés. Or qu'il y avait des avions Ilyushin, avions russes. Oui. Il y avait deux. Excusez-moi de vous dire ça. Vous savez, tout ce qui était comme matériel de Savimbi atterrissait par Gbadolité. Et à partir de Gbado, Savimbi envoyait ces avions qui louaient pour venir chercher des Gbado et pour l'Angola. Excusez-moi de vous dire ça. Hein. C'est clair. Je ne suis pas un politicien, mais je voulais dire ça. Voilà. Donc c'était un des avions Ilyushin. Voilà, russe. Alors l'autre était décollé sans lumière, avec le matériel de chars de combat dedans, plus lance-missile, ça a été parti. Maintenant l'autre était parti au fond de l'aéroport pour maintenant, je ne sais pas quel terme, mais... faire le taxi et puis décoller. Pour son décollage. Nous sommes entrés, il faisait noir, j'ai dit, mais l'avion qui... Mais c'est quoi? Comment ça gronde? Allez, écoutez, les soldats avaient peur. Les soldats ont dit, mais non, on ne peut pas sortir de l'aéroport parce qu'on va nous tuer. J'ai dit, descends. Les soldats sont descendus. J'ai donné, comment on appelle ça, les phares à 100 mètres. Je suis sorti de l'aéroport, au milieu de l'aéroport. Vous voyez, tarmac pour sortir. Oui. Je suis parti maintenant là où était l'avion. Au fond de la piste. Au fond. Et l'avion était vraiment prêt de décoller. Il avait tout donné ses lumières. Je suis venu tout juste au-dessous de l'avion. Oui. Je me suis arrêté. Mais les pilotes sont descendus. Mais on allait faire des bagarres. Et parler l'anglais ou quoi, quelle langue, je ne sais pas, moi je parlais français, il y avait des problèmes. J'ai dit bien des bagarres. On ne s'est pas s'attendre avec. Je les ai dit, malgré cela, l'avion doit retourner au tarmac. Ça, c'est le village du président. Vous ne pouvez quand même pas venir atterrir et décoller comme ça qu'on puisse comprendre. Mais vous venez d'où? Non, mais c'était grave. Mais heureusement, il y avait un qui était là, il parlait un peu de français. Je lui ai dit, monsieur, dis à votre commandant, vous devez emmener l'avion au tarmac. Sinon, je ne peux pas me déplacer d'ici. Ou vous décollez, vous ramassez la Jeep, vous partez avec la Jeep comme vous voulez, ou bien vous me ramassez, ça va. On a discuté, ça a pris au moins 10 minutes. Mon soldat qui était resté au tarmac, il est venu à pied. Il a vu qu'ils m'ont entouré, il a chargé, il voulait même tirer si c'est ce russe-là. Moi, j'ai dit non, il ne faut pas tirer. Alors l'autre a compris, il a parlé au commandant, le commandant était d'accord. Il a dit, bon, on amène maintenant l'avion au tarmac. Pour être sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, allez, je me mets dans l'avion, nous partons au tarmac. Je suis entré dans l'avion. Il y a aussi les grands avions, hein. Ouais. Voilà. On a amené au tarmac. Arrivé au tarmac maintenant, j'ai décidé de mettre ma Jeep devant et l'autre Jeep derrière la Jeep qui faisait la permanence. Ouais. Donc, c'est-à-dire, j'ai bloqué l'avion. Voilà. Je les ai dit, vous ne pouvez pas décoller sans ma présence. Ils m'ont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on cherche qui? J'ai dit, vous allez prendre le président. Parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre avion. Vous devez prendre le président et vous allez aller avec là où vous voulez partir. C'est-à-dire, si vous partez chez Savimbi, on va aller chez Savimbi. Je dis, mais non, nous n'avons pas cette mission. J'ai dit, vous restez là, vous attendez. J'ai appelé mon frère, le colonel Motoko. J'ai dit, ici à l'aéroport, il n'y a pas un avion. Comment nous allons fouiller avec le président? Je viens de trouver maintenant, j'ai maintenant la situation, mais on ne peut absolument pas traîner. Il faudra qu'on parte avec le président. Le colonel Motoki me dit, mais le président est toujours dans la chambre. Comment le faire sortir, je ne sais pas. J'ai dit, bon, Djanga est là, son fils. Oui. Le colonel Motoki dit, oui, Djanga est ici. Est-ce que tu peux m'envoyer Djanga? Parce que Djanga parle un peu l'anglais. Hein? J'ai dit que Djanga vient d'urgence ici. Djanga est venu, il est arrivé. J'ai dit, parle à vos pilotes que nous n'avons pas d'autre avion, ils doivent prendre le président parce qu'ils veulent partir. Djanga a commencé à discuter avec. Ils ont dit, mais non, nous n'avons pas, on n'a pas cette mission. Nous avons telle mission, telle mission. D'ailleurs, il est presque bientôt 5 heures du matin. Nous ne pouvons absolument rien faire. Moi et Djanga, on a quitté l'aéroport pour aller chercher maintenant son père. Nous sommes arrivés à Kawele.
J'ai donné mon rapport à mon chef qui était le colonel Motoko. J'ai dit, voilà, la patrouille que j'ai faite, il y avait ça. Le colonel Motoko a dit, mais le président ne veut pas sortir. Je lui ai appelé plus de 2 fois. Je lui ai dit, nous devons fuir. Il m'a dit, non, il faut que nous prenions au moins maman présidente, maman, la femme de maman Ali, comment on appelle ça? Maman Félito. Oui. Oui. Et maman, sa cuisine, maman Kossia. On peut peut-être fuir avec. Mais qu'on les laisse là-bas, qu'on les tue là-bas. J'ai dit, mon colonel, si nous faisons ça, c'est-à-dire nous avons failli à notre service, on doit aller chercher le président là où il se trouve, même s'il est dans sa chambre. Il dit, ben, peut-être avec vous, ça peut marcher. Appelle Djanga, comme ça vous allez vous arranger. J'ai appelé Djanga au téléphone, Djanga est venu, il dit, montre-moi sur les papas. Nous sommes entrés, vous voyez la résidence. C'est un labyrinthe. Hein? Oui. Alors, on est venu de l'autre côté. Et le président était où? Dans sa chambre. Il n'était pas dans une pièce secrète, parce qu'il semble qu'il y avait beaucoup de pièces secrètes. Oui, il y avait beaucoup de pièces, mais il faisait une dernière prière? Non, pas de prière. Le président... Enfin, tout le monde en parlait, que le président avait dit quoi. Je n'ai jamais vu ça. Des chambres où il entrait seul. C'est là où il était. Excusez-moi, je n'ai pas vu ça. Oui, mais chacun a ses problèmes privés. Hein. Les problèmes privés, on ne montre pas tout le monde. Comprenez? Mais vous n'avez rien vu d'extraordinaire. Eh bien, je faisais mon travail. Je ne pouvais pas me mêler dans d'autres affaires. Excusez-moi. Vous voyez? Alors, je suis venu au salon. J'ai demandé à la maman présidente, j'ai dit, où se trouve papa? La maman présidente qui me répond, pourquoi vous cherchez papa? J'ai dit, mais non, nous. Allez, maman présidente qui commençait à pleurer. Je suis entré dans les couloirs, parce que le grand couloir, je vis, la chambre du président était à côté. Je suis entré. Le président était assis ou couché? Il y a, excusez-moi de vous le dire, le président avait son lit à côté, mais il y avait quelques, comment on appelle ça? Une chaise. Ce n'est pas une chaise longue, mais quelque chose qu'on met dans le magasin de sport là. Hein? Je ne sais pas comment s'appelle cette histoire-là. Genre, là où il s'exerçait, c'est quoi ça? Moi, je pense... Une sorte de balançoire? Pas balançoire, c'est quelque chose que vous poussez. Oui. Mais c'était comme une chaise longue. Une chaise longue. Prenons une chaise longue. Voilà. Un banc. Un banc solaire. Voilà, un banc solaire. Dans sa chambre. Un banc. Voilà. Allez, d'office, je lui ai dit, Maréchal, il n'y a pas le choix. Nous devons partir. Excusez-moi avec tout le respect que je vous dois. Il est resté comme ça, il dit, mais laissez-moi mourir ici. Prenez vos mamans, partez avec, laissez-moi ici. Il dit, mais non, nous devons partir. Le président n'a pas pu bouger. Hein. Si vraiment les gens sont sérieux, si vraiment l'épouse du président est honnête, elle n'a qu'à témoigner. Le président avait mis son boubou comme son boubou sans cingler à l'intérieur. Vous comprenez? Il a mis aussi son pantalon avec des souliers sans chaussette. Nous sommes sortis avec. Vous l'avez tenu parce que... Mais oui, je l'ai tenu. Nous sommes sortis avec. De là, j'ai dit à mon chef qui était le colonel Motoko, je ne perds pas le temps, je pars voir si l'avion a pu démarrer. Je vais voir, je vais vous attendre là-bas. Parce que les militaires qui viennent, ils sont déjà à Agbado. Oui, ceux qui viennent pour l'arrêter. Bon, pour l'arrêter, ils sont déjà à Agbado. Alors c'est dangereux. Le colonel Motoko dit, allez, précède-moi vite, fais vite, Ngani. J'ai pris la jeep, je suis retourné. En retournant, effectivement, les militaires venaient. Ils sont entrés. Motoko qui était au volant, c'est Motoko qui a conduit le président dans sa voiture Mercedes. Et Djanga qui était comme convoyé. Le président derrière. La maman présidente voulait hésiter. Hein, vous savez, les femmes discutent beaucoup. Hein, mais je pense que, d'après le colonel Motoko qui me disait, le docteur Biamou est parti prendre la maman présidente de force et il l'a mis dans la voiture. Ils sont arrivés. Arrivés à l'aéroport, mais c'était catastrophe. Vous savez, Hiroshima, c'est un avion qui est comme C-130. Hein. Il fait descendre, comment on appelle ça, rame arrière. Arrière. Alors, ces Mindele-là ont essayé de soulever un tout petit peu. Bon, ça ne tenait pas. Ouais. J'ai dit de faire descendre là-bas, descendre ce rame, et il y avait déjà un camion Réo avec des munitions dedans, plus un lance-missile dedans.
J'ai dit descendre la Smith pour qu'on puisse mettre la voiture présidentielle. Parce que le président ne pouvait pas descendre. Oui, parce que le président ne pouvait pas descendre. Et là-dedans, on n'avait pas de chaises. C'était un avion cargo. Ouais. Vous voyez? Alors on a mis... comme on a pu le voir sur la photo de l'avion. Oui. Vous voyez comment ça a été dans les catastrophes. Comme si les gens sont debout, mais c'est dans un avion. C'est dans les catastrophes. Vous voyez? Alors, dès là, on a mis les gens, tout ça, les problèmes, on a essayé de... On avait même oublié la grande sœur de la maman présidente, maman Marie, la femme de Lito. On avait oublié que lui résidait à la cité. Et c'est à partir de là où nous sommes embarqués pour prendre maintenant le départ vers Togo. Et les pilotes se demandaient où nous allons partir. Et le plan de vol a été fait en l'air. Qui a dit qu'il faut aller au Togo? Ben, le président maintenant, c'est lui qui a... Parce que lui, il s'attendait à l'avion du président Yadema. Parce qu'il avait contact avec le président Yadema. Lui, le président. Il disait, Yadema va nous envoyer un avion à 6 heures. Non, il a dit, l'avion va arriver à 5h30. On a attendu, à 5h30, l'avion n'était pas là. Ben, c'est là où le président a compris qu'il n'y avait pas un avion. Et quand nous sommes atterris à Lomé, l'avion du président Yadema était fermé complètement. Ça n'avait même pas le choix de voler pour venir chez nous. Oui, et c'est là où on s'est croisé avec le conseil spécial Banda. C'est lui qui était parti chez le président Yadema pour négocier les problèmes de... Je ne peux pas vous en parler de ça, je ne connais pas la politique. Voilà. Donc, bref, le président Mobutu ne voulait pas partir de Guadeloupe. Normalement. C'était militaire. Hein? Alors, vous arrivez là-bas, passons l'étape, c'est la débandade, vous arrivez au Maroc. Et on a tiré tout d'abord, excusez-moi. Ah, on a tiré sur... Quand on a décollé, on a tiré sur nous. Hein? Quand on a décollé, on a tiré sur nous. Vous avez parlé question de pour les militaires, quand même, oui. Voilà. Et quand le président est entré dans l'avion, tout un bataillon de gens sont entrés dans l'aéroport. Avec des armes et tout ça, les problèmes là. Pour le tuer ou pour l'arrêter? Nous avons appris que le président est ici, il veut prendre cet avion. Nous voulons les voir, tout ça. Moi, vous savez que je suis descendu à Lomé en tenue militaire. J'étais descendu à Lomé en tenue militaire. J'ai appelé les militaires. Ailleurs, je les ai appelés. J'ai dit, Basodayo Soboyawa. Boyawa. Ils me connaissaient très bien. Oui. Ils savaient très bien qui vous étiez. Alors ils sont arrivés. J'ai dit, vous cherchez qui? Ils m'ont dit, nous cherchons le président. Parce que, d'après ce que je viens de vous le dire, malgré, je prie, hein, mais j'ai trompé les militaires ce jour-là. J'ai dit aux militaires, écoutez, ce que vous avez fait, c'est bien. Vous êtes restés pendant des jours et des jours. Vous n'avez pas mangé. Vous avez souffert du fer là-bas. Mais vous êtes venus ici. Au moment où je vous parle, votre commandant d'opération, c'est qui? Il dit, colonel Ndoma, colonel Ndoma. J'ai dit, bon, voilà. Tout à l'heure, le président a remis au colonel Ndoma autant d'argent, autant de cartons à ma présence. Il a mis ça dans sa Jeep. Le président a dit qu'il puisse venir avec ces cartons pour vous distribuer, pour que vous puissiez vous reposer, donner à vos femmes et arranger-vous, parce qu'il y avait au moins 6 hélicoptères à l'aéroport là, hein, que Savimbi avait commandé, qui était à Guadeloupe. Vous voyez les avions qui sont là? Je dis oui, nous voyons mon major. J'ai dit bon, ce sont les avions que le président a commandés. D'ailleurs, dès que vous allez voir vos femmes, vous les donnez l'argent que le président vous a donné, je viendrai moi-même vous rassembler et vous venez, on va entrer dans les hélicoptères, nous allons partir, on va nous larguer partout et on va prendre des positions pour attendre l'ennemi. Les majors Ngani ne trompez pas, c'est un homme honnête, il nous a toujours aidé. Rentrons avant, allons chercher un homme, allons chercher. Alors, tout le monde a commencé à se retirer pour rentrer. Voilà comment est-ce que ça a été le problème. Vous voyez? Et c'était le départ. Et malgré cela, il y avait un militaire qui était là, il était de garde. Il était de garde à l'aéroport, mais il était toujours prudent. Il a lancé une grenade. Et une grenade, quoi. Il a lancé une grenade. Et cette grenade était tombée, ça a explosé, mais ça n'a pas abîmé l'avion. Ça a été explosé à côté. Et c'est là où j'ai été blessé, moi. Et donc, vous arrivez au Togo, et puis il y a eu ce qu'il y a eu. Vous êtes au Maroc. Au Maroc, qui est au Maroc? Eh bien, au Maroc,
le roi Hassan II nous a très bien réussi. Il n'était pas venu lui-même, vous voyez, mais il avait organisé l'escorte officielle telle que le président, tous les présidents viennent le voir. Et cette escorte a été très bien et nous nous sommes orientés de l'aéroport jusqu'à l'hôtel Amphitrite. Hôtel Amphitrite. Voilà, c'est sa résidence encore privée. Ouais. Vous voyez? Et c'est là où nous sommes restés pendant, face à face de l'océan, c'est l'océan. Hein? Ouais. De la mer. De la mer, ouais. Face à face de la mer. Vous voyez? C'était comme ça. Alors, nous allons peut-être aujourd'hui arrêter cette histoire à ce niveau. Mesdames, Messieurs, amis, nous avons voulu faire parler ce témoin de l'histoire pour permettre non seulement aux Congolais, chercheurs, professeurs d'université ou patriotes de pouvoir comprendre l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de versions qui se disent. Qui a tué le général Maïli? Vous avez certainement compris. Comment est-ce que le président Mobutu a dû quitter Kinshasa et comment il a pu quitter Guadeloupe? Qui a trahi, qui a fait quoi? L'histoire nous le dira un jour. Quant à nous, nous tenons à remercier très sincèrement le major Ngani d'avoir fait ce témoignage. Et la prochaine fois, nous reviendrons avec force détail pour beaucoup d'autres éléments. Toute personne qui a aussi un témoignage à faire ou à contredire ce qu'il a dit, qu'il vienne face à face pour dire que ce qu'il dit est faux ou vrai. Merci, on se revoit. Oui, vous avez un petit mot à dire? Oui, je voulais tout simplement dire que prochainement, si vraiment le bon Dieu voudra, nous allons essayer, je vais essayer de vous parler comment a été la mort du président. Au Maroc, je suis resté le seul officier supérieur qui a enterré le président. D'ailleurs, vous avez vu ça dans les images. Et les images secrètes que le berger a essayé de capter. Vous voyez? Tous les autres ont fui. Ont abandonné le président. Pas fui comme tel, pour moi, excusez-moi, je ne sais pas quelle était. Chacun a ses idées, hein, mais moi j'avais prêté serment.